Chapitre 6. La scolarité de Nobody Owens. Pluie sur le cimetière, et le monde n'était plus qu'une flaque au reflet trouble, caché aux yeux de tous ceux vivants ou morts, qui auraient pu venir à sa recherche. Bod était assis à lire son livre, perché sous l'arche qui délimitait la promenade égyptienne, et derrière, l'étendue sauvage du quartier nord-ouest. « Sacrebleu !» cria-t-on plus bas dans l'allée. « Sacrebleu, faquin ! Je te chaufferai les oreilles quand je te trouverai, et pour sûr je te trouverai. Je te ferai maudire le jour de ta naissance. » Bod soupira, baissa son livre et se pencha suffisamment pour voir Thackeray Porringer, 1720-1734, fils de ci-dessus, sur sa tombe, gravir l'allée glissante en trépignant. Thackeray était costaud. Il était mort à 14 ans, des suites de son bizutage d'apprenti dans l'atelier d'un maître peintre. Et on lui avait confié 8 pénis de cuivre en lui disant de revenir avec un bidon de peinture à rayures rouges et blanches pour le poteau du barbier. Thackeray avait sillonné la ville 5 heures durant la neige fondue, par un matin de janvier, rayé dans chacune des boutiques où se présentait et envoyé dans la suivante. Lorsqu'il avait compris qu'il était la risée générale, il avait piqué une vilaine crise d'apoplexie qui l'avait emporté dans la semaine. Il était mort en fusillant du regard les autres apprentis et même Monsieur Horrobin, le maître peintre, lequel avait subi tellement pire au temps de son propre apprentissage qu'il ne voyait absolument pas ce qui faisait tant d'histoire. Thackeray Porringer était donc mort en furie, agrippé à son exemplaire de Robinson Crusoe qui, à part une pièce de 6 pence en argent et un pan découpé et les vêtements dans lesquels il s'était précédemment tenu debout, était sa seule possession. À la demande de son père, de sa mère, on l'avait enterré avec son livre. La mort ne l'avait pas adouci son caractère, et le voilà qui criait. « Je sais que tu es quelque part là. Viens donc prendre une bonne correction, espèce de voleur. » Bod ferma le livre. « Je ne suis pas un voleur, Thackeray. Je te l'ai juste emprunté. Je te promets de te le rendre quand je l'aurai fini. » Thackeray, levant la tête, vit Bob niché derrière la statue d'Osiris. « Je t'ai dit de n'en rien faire. » Bod soupira. « Mais il y a si peu de livres ici. En plus, j'arrive tout juste à un bon passage. Il a trouvé une trace de pas. Ce n'est pas la sienne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre sur l'île. » « Ce livre est à moi, insista Thackeray Porringer. Butez, rends-le-moi. » Bod était sur le point de discuter ou simplement de négocier, mais voyant l'expression peineuse de Thackeray, il céda. Il descendit le long de l'arche en s'aidant des pieds et des mains, sauta le dernier mètre, il tendit le livre. « Tiens. » Thackeray le prit d'un geste brutal, lui décochant un regard furieux. « Je peux te le dire, lui proposa Bod. Je sais faire ça. »« Va te faire cuire un œuf, grosse tête, répliqua Thackeray en lui envoyant son poing dans l'oreille. Il toucha sa cible et ce fut douloureux, même si à voir la tête de Thackeray Porringer, Bod comprit que cela avait dû lui faire mal aussi à son poing qu'à lui-même. Le plus grand des deux garçons descendit l'allée en piétinant furieusement, et Bod le regardait s'éloigner, l'oreille endolorie, les yeux brûlants. Puis il reprit sous la pluie le passage plein d'ornières sous le lierre. À un moment, il glissa et s'écorcha le genou, déchirant son jean. Il y avait un bosquet de saules près du mur et Bod faillit percuter en plein fouet Miss Euphemia Horsfall et Tom Sands, qui y fréquentaient depuis de nombreuses années. Tom était enterré depuis si longtemps que sa pierre tombale n'était plus qu'un rocher usé. Il avait vécu et était mort pendant la guerre de 100 ans en France. Pour sa part, Miss Euphemia, 1861-1883, elle dort, hélas, mais elle dort avec les anges, avait été inhumée à l'époque victorienne, au temps où le cimetière, agrandi et étendu, avait été devenu l'espace d'un demi-siècle une entreprise commerciale florissante. Elle disposait de toute une tombe rien que pour elle, derrière une porte noire dans la promenade égyptienne, mais le couple ne semblait pas perturbé par la différence de période historique. « Tu devrais ralentir, jeune Bod, dit Tom, tu vas te blesser. »« C'est déjà fait, constata Miss Euphemia. »« Oh Seigneur, Bod, ta mère va te gronder, j'en suis sûr. Crois-tu que ce soit facile de raccommoder ses culottes ? Pardon. » Et son tuteur te cherche, renchérit Tom. Bod leva les yeux vers le ciel gris. « Mais il fait encore jour. » Il se lève des potrons minés, une expression qui, Bod le savait, voulait dire tôt, et nous a dit de te dire qu'il voulait te voir si nous te croisions. Bod hocha la tête. « Il y a des noisettes mûres dans les taillis juste derrière le monument des Little John, » ajouta Tom avec un sourire, comme pour adoucir un coup. « Merci. »
Bod repartit en courant comme un fou sous la pluie, dévala les méandres de l'allée jusqu'au bas de la pente du cimetière, courut sans s'arrêter jusqu'à la vieille chapelle. La porte était ouverte et Silas, qui n'avait de goût ni pour la pluie ni pour les vestiges du jour, se tenait à l'intérieur dans l'ombre. Paraît que tu me cherches, dit Bod. Oui, dit Silas. Puis, tu as déchiré ton pantalon, on dirait. Je courais, je me suis un peu battu avec Thackeray Poringer. Je voulais lire Robinson Crusoe, c'est un livre qui parle d'un homme sur un bateau, une chose qui flotte sur la mer, qui est une sorte d'énorme flaque d'eau. Et le bateau fait naufrage sur une île, qui est un endroit où sur la mer, et où on peut se tenir debout. Et Silas dit, il a 11 ans, Bod. 11 ans que tu es avec nous. Ah bon, répondit Bod, si tu le dis. Silas baissa les yeux sur son protégé. Le garçon était svelte, avec des cheveux couleur souris, avait légèrement foncé avec l'âge. À l'intérieur de la vieille chapelle, tout n'était qu'ombre. Je crois, dit Silas, qu'il est temps de te parler de l'endroit d'où tu viens. Bod inspira profondément. On n'est pas obligé de faire ça maintenant, observa-t-il. Pas si ça t'ennuie. Il l'avait dit aussi calmement que possible, mais son cœur tambourinait dans sa poitrine. Silence. Rien que des clapotis, de la pluie et le gargouillis de l'eau dans les gouttières. Un silence qui s'étira jusqu'à que Bob crut qu'il allait se déchirer. Silas dit, tu sais que tu es différent, que tu es vivant, que nous t'avons accueilli, qu'ils t'ont accueilli ici, et que j'ai accepté d'être ton tuteur. Bob ne répondit rien. Silas continua, de sa voix de velours. Tu avais des parents, une grande sœur, ils ont été tués. Je pense que tu devais être tué aussi, et que si tu ne l'as pas été, c'est grâce au hasard et à l'intervention des Owens. Et à toi, ajouta Bod. Cette nuit-là avait été, au fil des dents, racontée par bien des gens dont certaines y avaient même assisté. C'était une nuit mémorable au cimetière. Silas dit, au dehors, l'homme qui avait tué ta famille te cherche encore, je pense. Il a toujours l'intention de te tuer. Bod haussa les épaules. Et alors? Ce n'est jamais que la mort, c'est vrai. Quoi? Tous mes meilleurs amis sont morts. Oui, Silas hésita. Ils le sont. Et ils en ont, pour la plupart, terminé avec le monde. Pas toi, tu es en vie, Bod. Cela veut dire que tu disposes d'un potentiel infini. Tu peux tout faire, tout fabriquer, tout rêver. Si tu changes le monde changera. Le potentiel, une fois que tu es mort, c'est terminé. Fini. Tu as fait ce que tu as fait, rêvé ton rêve, écrit ton nom. Tu peux être enterré ici, tu peux même te déplacer, mais ce potentiel n'existe plus. Boyd y réfléchit, cela semblait presque vrai. Même s'il pouvait trouver des exceptions, son adoption par ses parents, par exemple, mais les morts et les vivants étaient différents. Ça, il le savait, même si son cœur penchait du côté des morts. Et toi, demanda-t-il à Silas. Quoi, moi? Eh bien, tu n'es pas en vie. Pourtant, tu voyages et tu fais des choses. Moi, dit Silas, je suis précisément ce que je suis, et rien de plus. Je ne suis, comme tu le dis, pas en vie. Mais si on met fin à mes jours, je cesserai simplement d'exister. Mes semblables et moi, nous sommes et nous ne sommes pas. Si tu vois ce que je veux dire. Pas très bien. Silas soupira. La pluie avait cessé et la fin de jour nuageuse était muée en vrai crépuscule. Bod, pour bien des raisons, il est important que nous te gardions en sûreté. Le bonhomme qui t'a fait du mal à ta famille, celui qui veut me tuer, tu es certain qu'il est toujours là? C'était une chose à laquelle il pensait depuis un moment, et il savait ce qu'il voulait. Oui, il est toujours là. Dans ce cas, dit Bod, et alors il énonça l'indicible, je veux aller à l'école. Silas était quelqu'un d'imperturbable. La fin du monde aurait pu arriver, il n'aurait pas scié. Mais là, sa bouche s'ouvrit, son front se plissa, il ne put articuler un mot. Quoi? Et j'ai appris beaucoup de choses dans ce cimetière, je sais m'effacer et je sais hanter. Je sais ouvrir une porte de goule et je connais les constellations. Mais il y a un autre dehors, avec la mer dedans, et les îles, et les naufrages des cochons. Je veux dire qu'il est rempli de choses que je ne connais pas, et les professeurs m'ont appris beaucoup ici, mais il m'en faut plus. Si je dois survivre à l'extérieur un jour, point. Silas n'eut pas l'air convaincu. Hors de question. Ici, nous pouvons te protéger. Là-bas, tout peut arriver. Comment assurer ta sécurité au dehors? Justement, affirma Bob, c'est ça le potentiel dont tu parlais. Il se tut, puis. Quelqu'un a tué mon père, ma mère et ma sœur. Oui, quelqu'un a fait ça. Un homme? Un homme. Ce qui signifie, dit Bod, que tu poses la mauvaise question. Silas haussa un sourcil. Comment cela? Eh bien, si je sors dans le monde, la question n'est pas qui me protégera de lui. Non, non, la question c'est qui le protégera de moi. Les brindilles vinrent racler contre les hautes fenêtres, comme si elles voulaient qu'on les fasse entrer.
S'il a ça de sa manche une poussière imaginaire, un ongle effilé comme une lame. D'un ongle effilé comme une lame. Il va falloir te trouver une école, dit-il. Personne ne remarqua le garçon, du moins au début. On ne remarquait même pas qu'on ne le remarquait même pas. Il s'asseyait au fond de la classe, il ne répondait pas beaucoup, pas tant qu'on ne lui posait pas directement de questions, et même là ses réponses étaient brèves et peu mémorables, sans couleur. Il s'effaçait, des esprits comme des mémoires. Vous croyez qu'ils sont religieux dans sa famille s'interrogea Miss Kirby en salle des professeurs. On notait les copies. La famille de qui demanda Mademoiselle McKinnon Owens, en 5e B. Le grand boutonneux. Je ne crois pas, plutôt de taille moyenne. Mademoiselle Mickinson haussa les épaules. Qu'est-ce qu'il y a? Il a écrit tout à la main, très belle écriture, ce qu'on appelait une belle ronde dans le... Et cela fait de lui un religieux parce que il dit qu'ils n'ont pas d'ordinateur et il n'a pas de téléphone. Je ne vois pas en quoi cela fait de lui un religieux, observa Mademoiselle McKinnon, qui avait pris l'habitude de faire du crochet depuis l'interdiction de fumer en salle des profs et qui crochetait une couverture de bébé pour personne en particulier. Madame Kirby haussa les épaules. C'est un élève intelligent, poursuivit-il, mais il a des lacunes, et en histoire, il rajoute des petits détails inventés, des choses qui ne sont pas dans les livres. Quel genre de choses? Madame Kirby acheva de noter la copie de Bob et la poussa sur la pile. À présent, il n'avait plus rien devant lui. Toute cette histoire lui semblait vague et sans importance. Des choses, dit-il. Et il oublia. Tout comme il oubliait de noter le nom de Bod sur le registre des présences, tout comme le nom de Bod était introuvable dans la base de données du collège. L'enfant était un élève modèle, sans rien de remarquable. Il passait le plus clair de son temps libre dans le fond de la salle d'anglais. Il y avait plein d'étagères et de livres de poche et la bibliothèque scolaire, une vaste pièce emplie de livres et de fauteuils défoncés, où il lisait des histoires avec autant de gourmandise que d'autres mangent des bonbons. Même ses camarades de classe l'oubliaient. Pas quand il se trouvait juste devant eux à ce moment-là. Ils se souvenaient de lui. Mais dès qu'il était hors de vue, l'élève Owens était hors d'esprit. On ne pensait pas à lui. Ce n'était pas nécessaire si on avait... Ce n'était pas nécessaire. Si on avait demandé à tous les 5e B de fermer les yeux et de dresser une liste des 25 garçons et filles de la classe, Owens n'aurait pas figuré dessus, sa présence était presque fantomatique. C'était différent s'il était là, bien sûr. Nick Farthing avait 12 ans, mais il pouvait en paraître 16, et il ne s'en privait pas. C'était un garçon grand, un grand costaud doté d'un sourire torve et d'une imagination limitée. Il était pragmatique, de manière basique. Voleur à l'étalage efficace, voyou occasionnel, il ne se souciait pas d'être aimé du moment que les autres gamins plus petits faisaient ce qu'il disait. Et de toute manière, il avait une amie. Elle s'appelait Maureen Quilling, mais tout le monde l'appelait Mo. Elle était mince, avec un teint pâle et des cheveux jaunes pâles, des yeux bleus humides et un nez aquilin, inquisiteur. Nick aimait voler dans les magasins, mais c'était Mo qui lui disait quoi prendre. Nick savait taper, faire mal et intimider, mais c'était Mo qui lui désignait ce qu'il fallait intimider. Il formait, comme elle élut parfois, une équipe parfaite. Elle était assise dans le coin de la bibliothèque à partager le butin de l'argent des poches des 6e. Ils avaient dressé, oui, tout neuf, des gosses de 11 ans à leur livrer leur argent de poche toutes les semaines. Le petit Singh n'a pas encore craché, dit Mo. Il va falloir que tu le trouves. Ah ouais, approuva Nick. Il payera. C'est quoi ce qui t'a piqué? Ce qui a piqué un CD? Nick opina. Montre-lui tout simplement ses erreurs, fit Mo, qui voulait parler comme les caïds de la télévision. Facile, répondit Nick. On forme une bonne équipe. Plutôt comme Batman et Robin. Plutôt comme le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, dit quelqu'un qui lisait, sans se faire remarquer, sur une banquette sous la fenêtre, avant de se lever et sortir. Paul Sicht, assis sur un rebord de fenêtre près du vestiaire, les mains profondément enfoncées dans les poches, broyait du noir. Il sortit une main de sa poche, l'ouvrit, regarda la poignée d'une pièce de livre, secoua la tête, referma une fois de plus la main de pièce. C'est ça qu'attendait Nick et Mo demanda quelqu'un. Paul sursauta, éparpillant de l'argent partout par terre. L'autre garçon l'aida à ramasser les pièces et lui tendit. Il était plus âgé, et Paul se dit qu'il l'avait déjà vu, mais sans en être certain. Tu es avec eux demanda-t-il. Nick et Mo. L'autre garçon secoua la tête. Ah non, je les trouve plutôt répugnants. Après une hésitation, il ajouta. En fait, je suis venu te donner un conseil. Ah ouais, ne les paye pas. Facile à dire. Parce qu'ils ne me raquettent pas? Le garçon regarda Paul, et Paul détourna les yeux, honteux. Ils t'ont frappé ou menacé jusqu'à que tu voles un CD pour eux. Ensuite, ils t'ont dit que si tu ne leur donnais pas ton argent de poche, ils te dénonceraient. Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils t'ont filmé pendant que tu le volais? Paul hocha la tête. Dis-leur non, c'est tout, ne le fais pas. Ils me tueraient et ils m'ont prévenu. Dis-leur qu'à ton avis, la police et la direction d'école s'intéresseraient bien plus à deux gamins qui te forcent les plus petits à voler pour eux et à leur donner de l'argent de poche qu'un seul obligé de voler un CD contre sa volonté, que s'il te touche encore, tu appelles la police et que tu as tout mis par écrit et que s'il t'arrive quelque chose, n'importe quoi, si tu as un œil au beurre noir ou quoi que ce soit, tes amis verront automatiquement la direction de l'école et la police. Mais je ne peux pas, gémit Paul. Alors tu vas aller payer ton argent de poche tout le temps qu'il te reste à cette école et tu auras toujours peur d'eux. Paul réfléchit. Et pourquoi j'irai pas directement tout raconter à la police? Tu peux si tu veux. Je vais d'abord essayer à ta manière, concéda Paul. Il sourit, ce n'était pas un grand sourire, mais c'était bien un sourire. Un vrai. Son premier depuis 3 semaines. Et ainsi, Paul Singh expliqua à Nick Farming comment et pourquoi il ne le payerait plus. Et il s'éloigna en laissant Nick planté là sans rien dire, à serrer et desserrer les poings. Et le lendemain, 5 autres gamins de 11 ans allèrent trouver Nick Farthing dans la cour de récré et lui dire qu'ils voulaient récupérer leur argent, tout l'argent de poche qu'ils avaient donné depuis des mois. Sinon, ce serait eux qui iraient voir la police, et voilà Nick Farthing devenu un jeune homme extrêmement malheureux. Lui, c'est lui, dit Mo. C'est lui qui a commencé. Sans lui, il n'aurait pas pensé tout seul. Et c'est à lui qu'il faut donner une bonne leçon. Ils feront moins les malins. Qui ça demanda Nick. Celui qui bouquine tout le temps, celui de la Bibli, Bob Owens. Lui. Nick hocha lentement la tête. C'est lequel? Je te montrerai. Bob avait l'habitude de passer inaperçu, d'exister dans l'ombre, que les regards glissent naturellement sur vous. On devient très conscient des regards de soi, les coups d'œil dans la direction de l'attention. Et quand on existe à peine en tant qu'être vivant dans l'esprit des autres, alors être montré du doigt, être suivi, c'est le genre de choses que l'on remarque. Ils le suivirent en sortant d'école, en remontant la côte, tournèrent sur le coin du kiosque à journée et franchirent le pont de chemin de fer. Il prit son temps pour s'assurer que ceux qui le suivaient, un grand bas craqué et une blonde au visage pointu, ne perdaient pas sa trace. Puis il entra dans le minuscule cimetière du bout de la route, un cimetière miniature, derrière l'église locale, et il attendit à côté de la tombe de Roderick Person et de sa femme Adabella, ainsi que de sa seconde épouse, Portunia. Ils dorment pour s'éveiller un jour, écrit sur la tombe. C'est toi ce type, fit une voix, fit une fille. Bob Owens. Eh ben t'as vraiment du souci à te faire, Bob Owens. C'est Bob, en fait, dit Bod, en regardant, avec un D. Et vous, vous êtes Jenkins et Hyde. C'est toi, répéta la fille. T'es allé parler au 6e. Alors on va te donner une bonne leçon, l'avertit Nick Farthing. Il eut un sourire glacial. J'aime bien les leçons, reconnut Bod. Si vous appreniez mieux les vôtres, vous n'aurez pas besoin de racketter l'argent de poche des petits. Le front de Nick se plissa. T'es mort, Owens. Bod secoua la tête en montrant l'espace autour d'eux. Pas moi, déclara-t-il. Eux, oui. Qui ça demanda Mo. Les gens qui sont ici, écoutez, je vous ai amené ici pour vous donner le choix. Tu nous as pas amené ici, le coupa Nick. Vous êtes ici, continua Bob, c'est tout ce que je voulais. Je suis venu, vous m'avez suivi. C'est pareil. Mo jeta les regards nerveux à la ronde. T'as des amis ici demanda-t-elle. Attends, je crois que tu ne comprends pas le plus important, suivit Bod. Tous les deux, il faut que vous arrêtiez. Arrêtez de faire comme si les autres ne comptaient pas. Arrêtez de faire du mal aux autres. Mo eut un sourire tranchant. Oh mon Dieu, dit-elle. Tape-le. Je vous ai laissé une chance, les prévint Bob. Nick lança violemment son poing vers Bod, qui ne fut plus là, et le poing alla s'écraser sur le côté de la pierre tombale. Où il est passé, c'était la Mo. Nick jurait, en secouant la main, la fille scrutait le cimetière empli d'ombre, perplexe. Il était là, je l'ai vu comme... Tu l'as vu comme moi? Nick avait une imagination limitée, ce qui n'était pas maintenant ce qui se mettait en réfléchir. Il est peut-être parti en courant. Il n'a pas couru, il n'était plus là, c'est tout. Mo, elle avait de l'imagination, des idées. C'était elle. On était au crépuscule et dans un cimetière lugubre. Et les petits cheveux de sa nuque le picotaient. Il y a quelque chose qui cloche carrément, dit-elle. Puis elle ajouta d'une voix plus aiguë, pointant la panique. Il faut qu'on sorte d'ici. Je vais le retrouver, ce type, grogna Nick Farthing. Je vais le massacrer. Mo sentit quelque chose s'agister au creux de son estomac. Les ombres semblaient bouger autour d'eux. Nick souffla-t-elle. J'ai peur. La peur, c'est contagieux. Ça s'attrape parfois. Il suffit que quelqu'un de vous dise qu'il a peur pour que cela devienne réel. Mo était terrifié. Et à présent, Nick l'était aussi. Nick n'ouvrit pas le bec. Il partit en courant simplement, suivi de près par Mo. Les réverbères s'allumèrent pendant qu'il courait vers le monde, changeant le crépuscule en nuit, changeant les ombres en puits de ténèbres où tout pouvait arriver.
Ils coururent jusque chez Nick, et en entrant, ils allumèrent toutes les lumières, et Mo appelait sa mère pour exiger, en pleurant à moitié, qu'on vienne la chercher en voiture, alors qu'elle habitait à côté, car il n'était pas question qu'elle rentre à pied ce soir-là. Bud les avait regardés s'enfuir avec satisfaction. Bravo, mon cher, dit quelqu'un derrière lui, et une grande femme en blanc. Un bel effacement d'abord, et ensuite l'effroi. Merci, répondit Bud. Je n'avais jamais essayé l'effroi sur les vivants, enfin je connaissais la théorie, mais bon, bref. Ça a marché comme sur des roulettes, poursuivit-elle gaiement. Je m'appelle Amabella Person. Bud, Nobody Owens. Le garçon vivant du cimetière sur la colline? Pas possible. Bud n'avait jamais imaginé que l'on pût le reconnaître au-delà de son propre cimetière. Amabella toqua sur le côté de sa tombe. Rodi, Portunia, venez voir qui est là. Ils étaient tous les trois à présent. Amabella présenta Bob et il leur serra la main en disant enchanté, ravi, vraiment. Car il savait être poli même lorsque 9 siècles d'usage changeant les séparaient des gens. Maître Owens était en train d'effrayer des enfants qui certainement ne l'avaient pas volé, expliqua Amabella. Bien joué, le félicita Roderick Person. Les villes Butor, coupables d'un comportement répréhensible, n'est-ce pas? C'était des racketteurs, précisa Bud. Ils forçaient les petits à leur donner leur argent de poche. Ce genre de choses. Sans aucun doute, l'effroi est un bon début, trouva Fortunia Person, qui était une femme robuste et bien plus âgée qu'Amabella. Et qu'avez-vous prévu au cas où ça n'aurait point fonctionné? Je n'y avais pas vraiment réfléchi, commença Bud, avant d'être interrompu par Amabella. Je dirais que la songerie serait sans doute le remède le plus efficace. Vous savez la pratiquer, n'est-ce pas? Je ne sais pas trop. Monsieur Pennyworth m'a montré comment faire, mais je ne sais pas vraiment. Enfin, il y a des choses que je connais qu'en théorie. Et la songerie, c'est bien joli, intervint Portunia Personne. Mais que diriez-vous d'une bonne visitation? C'est la seule chose qu'ils comprennent, ces gens-là. Oh, dit Amabella, une visitation. Ma mère Portunia ne... Je pense pas. Ça, c'est bien vrai. Heureusement qu'il y en a une ici pour penser. Il faut que je rentre, se hâta dit Bud. Ils vont s'inquiéter. Bien sûr, lui répondit la famille Personne. Charmé de vous avoir rencontré. Très bonne soirée à vous, jeune homme. Amabella et Portunia Personne échangeaient des regards assassins. Pardonnez-moi de vous poser la question, le rappela Roderick Person. Mais votre tuteur va-t-il bien? Silas? Ouais, ça va. Passez-lui donc nos salutations. Dans un petit cimetière comme celui-ci, nous ne rencontrons jamais un vrai membre de la garde d'honneur, je le crains. Mais tout de même, il est bon de savoir qu'ils sont là. Bonne nuit, dit Bud, qui ne savait absolument pas de quoi parler l'homme. Mais il garda cela pour plus tard. Je le lui dirai. Il ramassa son sac de livres scolaires et rentra à pied, réconforté par les ombres. Aller en cours avec les vivants ne dispensait pas Bob de ses leçons avec les morts. Les nuits étaient longues et il lui arrivait de se faire excuser pour aller s'effondrer sur son lit, épuisé, avant minuit. Mais la plupart du temps, il restait debout. Monsieur Pennyworth avait presque plus rien à lui reprocher. Bob travaillait bien et posait des questions. Ce soir, il avait interrogé sur la hantise, de manière bien plus précise, ce qui exaspérait Monsieur Pennyworth, lequel n'avait jamais été porté lui-même sur ce genre de choses. Comment au juste puis-je créer une zone froide dans l'air demanda-t-il. Et aussi, je crois que je maîtrise bien l'effroi, mais comment le pousser jusqu'à l'épouvante? Et Monsieur Pennyworth soupira, se racla la gorge et fit de son mieux pour expliquer, et avant qu'ils en aient terminé, il était 4 heures du matin. Bud était fatigué en classe le lendemain. En première heure, il avait histoire. Une matière qu'il aimait bien dans l'ensemble, même s'il devait souvent résister à la tentation de dire que ça ne s'était pas passé ainsi. En tout cas, d'après ceux qui y étaient. Ce matin-là, Bud luttait pour garder les yeux ouverts. Comme il faisait de son possible pour se concentrer sur les cours, il ne me remarqua pas grand-chose de ce qui se passait autour de lui. Il pensait au roi Charles Ier, à ses parents, à monsieur et madame Owens, et à son autre famille, celle dont il ne se souvenait pas. Lorsqu'on frappa à la porte, toute la classe, ainsi que monsieur Kirby, pivota pour voir qui était là. Un terminal venu chercher un livre. Et tandis qu'il se tournait, Bud sentit quelque chose lui entrer dans le dos de sa main. Il ne cria pas, il ne fit que lever la tête. Nick Fartick le regardait de toute sa hauteur avec un grand sourire. Il tenait dans son poing un crayon taillé pointu. Je n'ai pas peur de toi, chuchota-t-il. Bud regarda le dos de sa main. Une petite goutte de sang grossissait là où le crayon avait percé sa peau. Mo Quilling passa près de Bob du couloir cet après-midi.
les yeux tellement écarquillés qu'on pouvait voir le blanc tout autour. « T'es bizarre, lui dit-elle, t'as pas d'amis. »« Je ne suis pas venu ici pour me faire des amis, répondit Bod avec sincérité. Je suis venu pour apprendre. Le nez de Mo remua. Tu sais que c'est complètement bizarre ça? Personne ne vient à l'école pour apprendre. Enfin, quoi? On vient parce qu'on est obligé. Bod haussa les épaules. Je n'ai pas peur de toi, poursuivit-elle. Je sais pas quel était le truc hier soir, mais tu ne m'as pas fait peur. Ok, dit Bod. Et il s'éloigna dans le couloir. Il se demanda s'il avait eu tort de s'impliquer, s'il avait commis une erreur de jugement. C'était certain. Mo et Nick s'étaient mis à parler de lui, et les sixièmes sans doute aussi. Les élèves le regardaient et le montraient du doigt. Il était devenu une présence, plutôt qu'une absence, et cela le mettait mal à l'aise. Silas l'avait averti qu'il devait garder profil bas, et lui avait dit d'aller en cours partiellement effacé, mais tout ça était en train de changer. Il parla à son tuteur ce soir-là, lui raconta toute l'histoire, la réaction de Silas le prit de court. « Je n'arrive pas à croire, dit ce dernier, que tu aies pu être si bête. Quand je pense à tout ce que je t'ai recommandé, le reste de ce côté de l'invisibilité, et on parle plus que de toi au collège. Mais que voulais-tu que je fasse? Pas cela en tout cas, c'est pas comme autrefois. Ils peuvent garder ta trace, Bob, ils peuvent te retrouver. » Il semblait lutter contre sa colère, la contrôler. L'extérieur immuable de Silas était comme la croûte d'une roche durcie qui recouvre une lave en fusion. Bot voyait à quel point il était furieux, mais uniquement parce qu'il connaissait Silas. Il déglutit péniblement. « Qu'est-ce que je dois faire ?» lui demanda-t-il simplement. « N'y retourne pas. Cette histoire d'école était une expérience. Reconnaissons juste que ce n'était pas un succès. » Bot garda le silence, puis il dit « C'est pas la question d'apprendre. Tu le sais bien, que ça fait d'être dans une pièce remplie de gens et de voir que tous respirent. Mais ce n'est pas une chose à laquelle je n'ai jamais pris de plaisir, dit Silas. Bon, tu ne retournes pas en classe demain. Pas question de fuir, ni devant Mo, ni devant Nick, ni devant l'école. Je préfère encore partir d'ici. Tu feras ce qu'on te dit de faire, mon garçon, insista Silas, qui était le nœud de colère velouté dans le noir. Et sinon, le défia Bob, les joues en feu, qu'est-ce que tu pourras faire si de me garder ici? Me tuer? Sur quoi il tourna les talons, descendit l'allée qui menait au portail et sortit du cimetière. Silas commença à rappeler le garçon, puis il cessa et resta debout seul dans la nuit. En temps normal, son visage était indéchiffrable. À présent, c'était un livre écrit dans une langue oubliée depuis longtemps, dans un alphabet jamais imaginé. Silas se drapa dans les ombres qui l'enveloppaient comme une couverture, regarda fixement le chemin qu'avait pris le garçon et ne fit pas un geste pour le suivre. Nick Farthig était au lit, endormi et rêvant de pirates au soleil sur une mer bleue. Lorsqu'il tout partit de travers, il était le capitaine de son navire, manœuvré par des petits de 11 ans obéissants, sauf les filles, qui avaient toutes un ou deux un an de plus que lui, étaient particulièrement jolies dans leur costume de pirate. Et l'instant suivant, il était le seul sur le pont. Un immense navire noir de taille d'un pétrolier avec des voiles noires déchiquetées et un crâne en guise de figure de proue fonçait sur lui dans la tempête. Et puis, comme il en va dans les rêves, il fut sur le pont noir du nouveau navire et quelqu'un le regardait du haut. « Tu n'as pas peur de moi ?» dit l'homme qui le dominait. Nick leva les yeux. En fait, il avait peur, dans son rêve. Peur de cet homme à la tête de mort costumé en pirate, à main sur le manche d'un coutelas. Tu te prends pour un pirate, Nick ?» lui demandait son ravisseur, que Nick reconnut soudain. « Tu es ce type, Bob Owens. Je suis nobody, je suis personne, et tu dois changer. Tourner la page, t'amender. Tout cela, ou tu auras de gros ennuis. » « Quel genre d'ennuis ?»« Des ennuis dans ma tête, » dit le roi pirate qui n'était plus que le garçon dans ma classe. Et ils étaient dans le hall du collège, et non sur le pont du vaisseau de pirates. Sauf que la tempête n'avait pas affaibli et que le sol du hall roulait et tanguait comme un navire en mer. C'est un rêve. Bien sûr que c'est un rêve. Faudrait que je sois monstrueux pour te faire ça dans la vraie vie. Que peux-tu me faire dans un rêve l'interrogea Nick en souriant. Je n'ai pas peur de toi. Tu as toujours mon crayon dans la main. Il montra du doigt le dos de la main de Bod et la marque noire laissée par la pointe en graphite. J'espérais qu'on ne devait pas en arriver là, dit l'autre garçon. Il inclina la tête comme pour écouter quelque chose. Elles ont faim. Qui ça? Les choses dans la cave ou sous les ponts. Ça dépend si on est dans une école ou sur un bateau, Pas vrai? Nick sentit qu'il commençait à paniquer. Ce ne sont pas des araignées, si? Demanda-t-il. Peut-être bien, répondit l'autre. Mais tu trouveras tout seul, n'est-ce pas?
Nick secoua la tête. Non, s'il te plaît, non. Bon, ça dépend de toi, pas vrai. Soit tu changes, soit tu vas faire un tour dans la cave. Le bruit s'amplifia. Un bruit de pattes qui trottinait ou la grattait. Et même s'il n'avait aucune idée de ce que c'était, Nick Farthig était totalement certain que ce n'était pas la, c'était la chose la plus terrifiante qu'il ait jamais rencontrée, qu'il rencontrerait jamais. Il se réveilla en hurlant. Bod entendit un cri, un hurlement de terreur, et éprouva la satisfaction du travail bien fait. Il se tenait sur les pavés devant la maison de Nick Farthig, le visage trempé par l'épais brouillard nocturne. Il était grisé et épuisé. Il avait bien senti qu'il maîtrisait à peine la songerie, qu'il était trop conscient pour qu'il n'avait dans le règle de Nick et lui-même rien de plus, et que Nick avait peur d'un simple bruit. Mais il était content. L'autre y réfléchirait 2 fois avant de tourmenter encore des enfants. Et maintenant, Bod enfouit les mains dans ses poches et se mit à marcher, sans bien savoir où il allait. Il partait de l'école, se dit-il, comme il était parti du cimetière. Il irait quelque part où nul ne le connaîtrait, et resterait toute la journée dans une bibliothèque à lire des livres et à écouter des gens respirer. Il se demanda s'il existait encore une île déserte dans ce monde, comme celle où Robinson Crusoe a fait naufrage. Il pourrait aller vivre sur l'une d'elles. Bonne ne leva pas la tête. S'il l'avait fait, il aurait vu une paire d'yeux bleus et humides l'observer avec attention depuis la fenêtre d'une chambre. Il s'enfonça dans une ruelle, plus à l'aise à l'abri de la lumière. Alors, tu t'enfuis, c'est ça demanda la voix d'une fille. Bonne ne dit rien. C'est la différence entre les vivants et les morts, non hein reprit la voix. C'était Lisa Hemstock qui parlait. Bod le savait, même si la fille sorcière n'était pas visible. Les morts, ça ne vous déçoit point. Ils ont eu leur vie. Fait ce qu'ils ont fait, on ne change pas. Les vivants, ça vous déçoit toujours, pas vrai? On rencontre un gars qui est tout brave et tout noble, et en grandissant, il s'enfuit. C'est pas juste, s'exclama Bod. Le nobody Owens que je connaissais, il ne se ferait pas enfuir du cimetière sans même un adieu pour ceux qui tenaient à lui. Tu vas briser le cœur à Dame Owens. Bod n'avait pas pensé à ça. Je me suis disputé avec Silas, dit-il. Et alors? Il veut que je rentre au cimetière, que j'arrête le col. Il pense que c'est trop dangereux. Pourquoi? Entre tes talents et mon envoûtement, on te remarque à peine. Je me mêlais des choses. Il y avait des enfants qui maltraitaient d'autres. J'ai voulu qu'ils arrêtent. J'ai attiré l'attention sur moi. Lisa était visible à présent. C'était une forme brumeuse qui avançait dans la ruelle à la hauteur de Bob. Il est là, quelque part. Il veut que tu meures, dit-elle. Il a tué ta famille. Nous autres au cimetière, on veut que tu restes en vie. On veut que tu nous surprennes, on veut que tu nous déçoives, que tu nous impressionnes, que tu nous étonnes. Reviens chez toi, Bod. Je crois, j'ai dit des choses à Silas, il va se fâcher. S'il se fichait de toi, tu ne pourrais point le convaincre, se contenta-t-elle de répondre. Les feuilles d'automne tombées au sol étaient glissantes sous le pied de Bod, et les brunes estompaient les bords du monde. Rien n'était aussi net qu'il ne le voyait encore quelques minutes plus tôt. J'ai fait une songerie, dit-il. Comment ça s'est passé? Bien, enfin, pas mal. Tu devrais raconter ça à Monsieur Pennyworth, ça lui ferait plaisir. Tu as raison, je devrais. Il atteignit le bout de la ruelle et au lieu de tourner à droite comme il avait prévu, il tourna à gauche, dans la grande rue, la rue qui ramenait à Dunstan Road et au cimetière sur la colline. Alors quoi demanda Lisa Hemstock. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre, comme tu m'as dit. Il y avait des vitrines éclairées à présent. Bot sentait dans ses narines l'huile chaude de la baraque à frites du coin. Les pavés miroitaient. C'est bien, conclut Lisa Hemstock, qui de nouveau n'était plus qu'une voix. Puis la voix chuchota. Cours ou efface-toi, il y a quelque chose qui cloche. Bud allait rétorquer que rien ne clochait, qu'il disait n'importe quoi, ou qu'une grosse voiture munie d'un gyrophare vira de travers sur la route pour s'arrêter devant lui. 2 hommes en sortirent. Pardon, jeune homme, l'apostropha l'un des deux. Police, on veut te demander ce que tu fais dehors à une heure pareille. Je ne savais pas que c'était interdit, répondit Bod. Le plus gros des policiers ouvrit la porte derrière la voiture. C'est le jeune homme que tu as vu, Miss demanda-t-il. Mock Willing sortit du véhicule, regarda et sourit. C'est bien lui, confirma-t-elle. Il était dans notre jardin et il cassait tout. Ensuite, il est parti en courant. Elle regarda Bod dans les yeux. Je l'ai vu de ma chambre, lui expliqua-t-elle. Je crois que c'est lui qui a cassé les fenêtres. Comment t'appelles-tu s'enquit le plus petit des policiers. Nobody, dit Bod. Ah, écria-t-il ensuite, car l'agent rouquin lui avait saisi les oreilles entre le pouce et l'index, qu'il avait pincé fortement. Pas de ça avec moi, tu réponds poliment, c'est tout. Bod se tut. Tu habites où au juste lui demandait l'agent. Bod resta muet. Il s'efforça de s'effacer, mais l'effacement même, renforcé par une sorcière, consiste à laisser dériver l'attention des gens loin de vous, et l'attention de tous.
sans parler d'une grosse paire de mains officielles qui était fixée sur lui. Vous ne pouvez pas m'arrêter simplement parce que je ne vous donne pas mon nom ni mon adresse, dit-il. Non, je reconnus le policier, je ne peux pas. Mais je peux t'emmener au poste jusqu'à que tu nous donnes le nom d'un parent, d'un tuteur, d'un adulte responsable aux bons soins, de qui nous pouvons te confier. Il fit montrer à Bob à l'arrière de la voiture où Mo Culling souriait comme un chat qui a boulotté tous ses serins. Je t'ai vu de ma fenêtre, dit-elle tranquillement. Alors j'ai appelé la police. Je ne faisais rien du tout, je n'étais même pas dans ton jardin. Et pourquoi ils t'ont emmené avec eux pour me retrouver? Du calme derrière, gronda le policier. Tout le monde se tut jusqu'à la voiture se gare devant une maison qui était sans doute celle de Mo. Le gros agent lui ouvrit la porte et elle sortit. On t'appelle demain. On raconte à ton papa et ta maman ce qu'on a trouvé, dit-il. Merci, oncle Tam, lui répondit Mo en souriant. Je n'ai fait que mon devoir. Ils repartirent en silence à travers la ville, Bod essayant de s'effacer de son mieux sans succès. Il se sentait malade et malheureux. Et en soirée, il avait eu sa première vraie dispute avec Silas. Tentait de s'enfuir de chez lui, échouait et à s'enfuir, et il échouait maintenant de rentrer. Il ne pouvait pas dire à la police où il habitait ni comment il s'appelait. Il allait passer le reste de sa vie en cellule dans une prison pour enfants. Est-ce que cela existait, les prisons pour enfants? Il n'en savait rien. Excusez-moi, ça existe les prisons pour enfants demanda-t-il aux hommes assis à l'avant. Tiens donc, on commence à s'inquiéter, hein, dit Sam, l'oncle de Mo. Tu n'as pas tort. Ah là là, les gosses, la graine de voyou. Il y en a qui ont bien besoin d'être enfermés, je te le dis. Bod n'avait pas compris si c'était un oui ou un non. Il regarda à la portière quelque chose d'énorme voler dans les airs. Au-dessus et à côté de la voiture, quelque chose de plus noir et de plus gros que le plus gros des oiseaux. Une chose de taille d'un homme qui oscillait en voltigeant. Un vol clignotant de chauve-souris. En arrivant au poste, annonça le policier rouquin, le mieux serait que tu nous donnes simplement ton nom. Que tu nous dises qui appeler pour qu'on vienne te chercher. Comme ça, on pourra lui dire qu'on t'a bien engueulé. Et il te ramène chez toi, tu vois. Tu coopères, on passe une soirée tranquille. Moins de papasserie pour tout le monde. Nous sommes tes amis. T'es trop bon avec lui. Une nuit en cellule, c'est pas la mer à boire, protesta le gros agent. Puis il retourna pour regarder Bob et dit au moins qu'on ait du monde ce soir et qu'on doive te mettre avec des ivrognes, alors eux, c'est pas de la tarte. Il ment, pensa Bod. Et ils font ça exprès, le gentil flic et le méchant flic. Puis la voiture de police prit le virage. Il y eut un poum. Quelque chose de gros roula sous le capot et fut éjecté dans le noir. Les freins crissèrent tandis que la voiture s'arrêtait. L'agent requin se mit à jurer dans sa barbe. Il s'est jeté sous les roues, tu as vu? Ce n'est pas trop ce que j'ai vu, dit le gros, mais t'as heurté quelque chose. Ils descendirent de la voiture, fouillèrent les environs avec leur lampe torche. Bah, il est tout en noir, se lamenta l'agent requin, on ne peut pas le voir. Il est là, cria le gros. Les deux policières se hâtèrent pour rejoindre le corps au sol, leur torche à la main. Bod essaya les poignées des porteurs arrière, elles ne fonctionnaient pas. Il y en avait une grille métallique à l'arrière et à l'avant. Même en s'effaçant, il serait donc de toute façon coincé à l'arrière d'une voiture de police. Il se pencha le plus loin possible, tordit le cou pour tenter de voir ce qui se passait, et il y avait ce qu'il y avait sur la route. Un policier rouquin s'était accroupi sur la chaussée d'un corps. L'un observait le gros, debout au-dessus, qui braquait sa torche en pleine face. Bod regarda le village par terre, puis il s'est mis à frapper au carreau, frénétiquement, désespérément. Le gros policier s'approcha de la voiture. Quoi demanda-t-il avec irritation. Vous avez renversé mon père, dit Bod. Tu présentes. Ça lui ressemble, je peux le regarder mieux. Les épaules du gros policier s'affaissèrent. Hé Simon, le gosse prétend que c'est son père. Tu te fous de moi ou quoi? Je crois qu'il est sérieux. Le gros argent ouvrit la portière et Boss descendit de la voiture. Silas s'était étendu sur le dos, par terre, là où le véhicule l'avait heurté. Il ne bougeait plus d'un mot. Bod avait les yeux qui pipaient. Papa, murmura-t-il, vous l'avez tué. Il ne mentait pas, disait-il. Pas vraiment. J'ai appelé une ambulance, dit Simon, l'agent de la moustache rousse. C'est un accident, plaida l'autre. Bod s'accroupit à côté de Silas. Il serra la main froide de Silas dans la sienne. S'il avait déjà appelé une ambulance, il ne resterait pas beaucoup de temps. Alors c'est la fin de vos carrières, déclara-t-il. C'est un accident, tu as bien vu. Il a surgi. Ce que j'ai vu, cracha Bob avec cela, c'est que vous l'avez accepté de faire une fleur à votre nièce et de faire peur à un enfant avec qui elle s'était disputée à l'école. Alors vous m'avez arrêté sans mandat parce qu'on était dehors le soir. Et ensuite, quand mon père sort sur la route pour essayer de vous arrêter ou de comprendre ce qui se passe, vous le renversez volontairement. C'est un accident, répéta Simon. Tu t'es disputé avec moi à l'école demanda l'oncle Tam, d'un ton un peu
On est tous les deux en 5e B au collège de la vieille ville et vous avez tué mon papa. Au loin, Bod entendait le hurlement des sirènes. Simon, dit le gros, il faut qu'on parle de tout ça. Et ils s'en allèrent de l'autre côté de la voiture en le laissant seul dans l'ombre avec Silas à terre. Bod entendit une conversation animée entre les deux policiers. T'as foutu une niaise et aussi si toi tu avais regardé la route. Sinon, Simon planta son index dans la poitrine de Tam. Il ne regarde pas, maintenant chuchota Bod. Et il s'effaça. Et il eut un tourbillon d'ombre plus profonde, le corps allongé au sol fut debout près de lui. Je te ramène à la maison, dit Silas, passe tes bras autour de mon cou. C'est ce que fit Bod, accroché à son tuteur, et ils plongèrent à travers la nuit vers le cimetière. Pardon, dit Bod. Pardon aussi, dit Silas. Ça t'a fait mal de te laisser heurter par la voiture comme ça? Oui, tu peux remercier ta petite amie sorcière. Elle est venue me trouver, elle a dit que tu avais des ennuis, et quel genre d'ennuis. Ils se posèrent dans le cimetière. Bod regarda l'endroit qui était chez lui comme s'il le voyait pour la première fois. C'est idiot ce qui t'est arrivé ce soir, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai mis les choses en péril. Plus de choses que tu ne le crois, jeune Nobody Owens, oui. Tu avais raison, dit Bod, je n'y retournerai pas à cette école, paye pas comme ça. Maureen Quilling passait la pire semaine de sa vie. Nick Farthing ne lui parlait plus. Donc le Tam lui avait crié dessus à cause de cette histoire avec le petit Owens. Puis il avait intimé de ne jamais reparler de cette soirée de ne parler de cette soirée à personne, car il risquait de perdre son travail et il ne voulait pas être à sa place si cela arrivait. Ses parents étaient furieux contre elle, elle se sentait trahie par le monde entier, même les 6e n'avaient plus peur d'elle, c'était pourri. Elle aurait voulu voir cet Owens qu'elle rendait responsable de tout ce qui lui était arrivé jusque-là, se tordre dans les douleurs atroces qu'il croyait et que c'était dur de se faire arrêter. Puis elle concoctait dans sa tête les plans de vengeance élaborés, plus complexes et vicieux les uns que les autres. C'était la seule chose qui lui permit de se sentir un peu mieux, et encore ça ne l'était pas beaucoup. S'il y avait une corvée qui donnait mot à la chair de poule, c'était bien le ménage dans les labos de sciences. Ranger des becs benzène, s'assurer que tous les tubes à essai, boîtes de pétri, filtres en papier inutilisés et d'autres ustensiles étaient bien à leur place. Elle n'avait pas à le faire selon un système de... Elle n'avait à le refaire selon un système de rotation rigoureux qu'une fois tous les 2 mois. Mais comme de juste, la pire semaine de sa vie, elle allait se retrouver au labo toute seule au moins. Monsieur Hawkins, la prof de SVC, était là à ramasser des papiers, à rassembler des affaires pour finir sa journée. Sa présence, la présence de n'importe qui, fut un réconfort. Tu fais ça très bien, Maureen, dit mademoiselle Hawkins. Un serpent blanc dans un bocal de formol posé sur elle, les yeux fixes et aveugles. Merci. Vous n'êtes pas censé être deux? Je devais le faire avec Owens, mais il ne vient plus en cours depuis des jours. La prof fronça les sourcils. Lequel est-ce demanda-t-elle, un peu absente. Je ne l'ai pas sur ma liste. Bod Owens, cheveux châtains, un peu trop longs. Il ne parlait pas beaucoup, c'est lui qui a suscité tous les os du squelette à l'interro, vous vous rappelez? Pas vraiment, reconnut mademoiselle Hawkins d'un air vague. Vous devez bien vous rappeler, personne ne se souvient de lui, même pas monsieur Kirby. Mademoiselle Hawkins fourra le reste de ses feuilles de papier dans son sac. Bien, dit-elle, j'apprécie que tu fasses ça toute seule, ma belle. N'oublie pas de passer le chiffon sur les surfaces de travail avant de partir. Et elle sortit en fermant la porte derrière elle. Le labo de science était vieux, il était équipé de longues tables en bois avec des arrivées de gaz, des robinets et des éviers intégrés, et d'étagères sombres sur lesquelles étaient exposés des spécimens variés. Dans de gros bocaux, les choses qui flottaient dans ces bocaux étaient mortes depuis longtemps. Il y avait même un squelette humain jauni dans le coin de la salle. Mo ne savait pas si c'était un vrai ou pas, mais en cet instant il lui faisait froid dans le dos. Chaque bruit qu'elle faisait résonner dans cette longue salle, elle alluma tous les plafonniers, même la lumière du tableau, juste pour rendre l'endroit moins effrayant. Il se mit à faire froid dans la pièce. Elle aurait aimé pouvoir monter le chauffage. Elle s'approcha d'un des gros radiateurs métalliques et le toucha. Il était brûlant, pourtant elle frissonnait. La salle était vide et déroutante de tout ce vide. Et Mo eut l'impression qu'elle n'était pas toute seule, qu'elle était observée. Évidemment que je suis observée, se dit-elle. Une centaine de trucs morts en bocaux me regardent, sans parler du squelette. Elle leva les yeux vers les étagères. C'est-à-dire que les choses mortes dans les bocaux se mirent à bouger. Un serpent aux yeux laiteux et aveugles se déroula dans son flacon rempli d'alcool. Une créature marine épineuse et sans visage pivota et tourna en rond dans sa maison liquide. Un chaton mort depuis des décennies montra les dents et griffa le verre.
Mo ferma les yeux. Ce n'est pas en train d'arriver, pensa-t-elle. C'est mon imagination. Je n'ai pas peur, dit-elle à voix haute. Tant mieux, approuva quelqu'un debout dans l'ombre, près de la porte du fond. Ça craint trop d'avoir peur. Les profs ne se souviennent même pas de toi, mais toi tu te souviens de moi, répondit le garçon, l'architecte de tous ces déboires. Elle s'empara d'un bécher en verre pour le lui jeter, mais elle le rata largement, et le récipient alla s'écraser contre un mur. Comment va Nick demanda Bod, comme s'il ne s'était rien passé. Comme tu sais comment il va, il ne me parle même plus, il la boucle en classe, je reste chez lui et fais ses devoirs, il joue au train électrique, je parie. C'est bien? Et toi? Ça fait une semaine que tu t'es pas venu en cours, tu vas avoir de gros problèmes, Bob Owens. La police est venue l'autre jour, ils te cherchaient. Ça me rappelle, comment va ton oncle Tam? Mo resta couette. D'une certaine manière, reconnut Bod, tu as gagné. Je quitte l'école et d'une autre manière, tu n'as pas gagné. As-tu déjà été entré, Maureen Quilling? Tu t'es déjà regardé dans la glace en te demandant si les yeux qui te regardent étaient les tiens. Tu t'es déjà trouvé dans une pièce vide, en comprenant soudain que tu n'étais pas seul. Ce n'est pas agréable. Tu vas me hanter? Sa voix tremblait. Bod ne dit rien du tout, il se contentait de la regarder fixement dans l'autre coin de la pièce. Il y eut un bruit fracassant, son sac avait glissé de sa chaise sur laquelle il était posé, et lorsqu'elle se retourna, elle était seule dans la pièce, ou du moins il n'y avait personne de visible avec elle. Le trajet de retour chez elle s'annonçait très long et très noir. L'enfant de son tuteur, debout au sommet de la colline, contemplait les lumières de la ville. « Ça te fait encore mal ?» demanda le garçon. « Un peu, mais je cicatrise vite. Bientôt je serai comme neuf. » Le tuteur secoua la tête. « Il y a des moyens de tuer des gens comme moi, dit-il, mais pas avec des voitures. Je suis très vieux et très résistant. J'ai vraiment tout fait de travers, n'est-ce pas? Toute l'idée que je me mêle à des histoires entre autres élèves, et en un rien de temps, voilà la police qui débarque et tout, parce que j'ai été égoïste. » Silas haussa un sourcil. « Tu n'as pas été égoïste. Tu as besoin d'être parmi les tiens et c'est très compréhensible. C'est simplement plus dur là-bas, dans le monde des vivants, et nous ne pouvons pas t'y protéger aussi facilement. Je voulais te garder parfaitement en sécurité, mais il n'y a qu'un endroit parfaitement sûr pour les gens comme toi, et tu n'arriveras que quand toutes tes aventures seront terminées et qu'elles n'auront plus aucune importance. » Bod passait la main sur la pierre tombale de Thomas R. Stout, 1817-1851, profondément regretté par tous ceux qui l'ont connu. Il sentait la mousse s'effriter sous ses doigts. « Il est encore là, l'homme qui a tué ma première famille. J'ai encore des choses à apprendre sur les gens. Tu vas m'empêcher de sortir du cimetière? » Non, c'était une erreur, dont nous avons tous les deux tiré enseignement. Alors quoi? Nous devrions faire notre possible pour satisfaire ton intérêt pour ces histoires, les livres, le monde. Il y a des bibliothèques et il existe aussi d'autres situations dans lesquelles tu pourras te retrouver parmi les vivants, comme le théâtre ou le cinéma. Qu'est-ce que c'est? C'est comme le football? J'aimerais bien regarder jouer au foot à l'école. Le football, ça se passe souvent un peu trop tôt dans la journée pour moi, dit Silas, mais Miss Lupescu pourrait t'emmener voir un match la prochaine fois qu'elle reviendrait. Ça me plairait bien. Ils commencèrent à redescendre la colline. Nous avons tous les deux laissé trop de traces et de pistes derrière ces dernières semaines. Ils te cherchent toujours, tu sais. Tu me l'as déjà dit. Comment tu le sais? Et c'est qui, ils? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Mais Silas se contenta de secouer la tête sans se laisser entraîner plus loin. Pour le moment, Bod devrait s'en satisfaire.